Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le 1er juillet. Bruno et moi vous accueillons en bras de chemise sur les Champs-Élysées. Il fait 37 degrés, tout va très bien. C'est climatisé chez Finaltis. On est parti pour 45 minutes de points de gestion trimestrielle et nous partagerons avec vous nos principales convictions. Et on a préparé pour vous une petite présentation, un peu si petite d'ailleurs, sur l'intelligence artificielle parce qu'on pense que c'est un des sujets qui seront absolument structurants dans l'investissement et pas seulement dans l'investissement d'ailleurs, dans les années et peut-être la décennie qui va venir. Alors, commençons tout de suite. Ah, voilà, donc l'avertissement qu'on connaît tous par cœur. Donc, je rappelle que cette réunion est enregistrée. Si on est le 1er juillet, vous pouvez la revoir. Nous la remettrons en ligne à partir de demain soir, assurément après-demain, le 3 juillet matin. Alors, commençons par donc les performances au 30 juin. On a un début d'année qui est particulièrement intéressant. On a eu pas mal de news flow en mauvais français, puisque la présidence Trump s'est lancée dans une négociation fleuve à coup d'annonces et de contre-annonces sur les tarifs douaniers, ce qui a provoqué beaucoup de nervosité chez tout le monde, on va le voir. Donc, on a, depuis le début de l'année, des performances sur les marchés qui sont plutôt bonnes. En tout cas, si on est dans les devises natives des marchés en question, vous voyez en bas à droite, l'Eurostoxx sur l'année plus 13,4, le SP500 plus 6 et le Nasdaq plus 8,3. Mais si on s'exprime en dollars, les choses sont totalement différentes puisque le dollar face à l'euro a perdu 14% depuis le début de l'année. Donc, ce qui veut dire que le SP500 est en territoire très négatif pour un investisseur en euros. Et le Nasdaq aussi depuis le début de l'année. Nos fonds, depuis le début de l'année, sont en légère baisse pour Finatis Titan, moins 1,5, alors qu'on a gagné sur le deuxième trimestre 2,2%. Finatis Europe Sélection est en baisse de pratiquement 6% depuis le début de l'année. Le thème croissance n'est pas un thème majeur, là où on a assez historiquement une surperformance des banques, notamment en Europe. On en reparlera. Et puis, avec ce phénomène d'investir en dollars de façon massive, puisque Digital Leader investit beaucoup dans les entreprises en dollars, à 80%, et chez Finaltis, on n'a pas coutume, hors exception, et pour des mandats bien spécifiques, de couvrir, donc sans couverture, eh bien, on perd 4,6%. C'est bien évidemment cet effet dollar qu'on n'arrive pas à compenser, alors même qu'on gagne 8,4% sur le deuxième trimestre. Notre gestion fondamentale, investissant sur les actions des minières aurifères, donc Finatis God, lui est en hausse de 47,8% depuis le début de l'année. C'est aussi à l'aune de ce qui se passe sur le dollar, autre valeur refuge en théorie. L'or joue son rôle à plein et les minières aurifères dans lesquelles on investit sur Finatis God en profitent. Finatis Efficient Beta, donc notre fonds investissant en zone euro sur les valeurs dites à faible volatilité, est en hausse de 14% depuis le début de l'année. Je rappelle que tous nos fonds sont SFDR 8, ce qui veut dire qu'ils intègrent les critères extra-financiers en plus des critères financiers dans notre gestion. Alors, si on se compare à nos compétiteurs, on a dans Cantalis à peu près 1600 fonds d'allocation flexiblement. Finaltis Titan ressort en surperformance sur 5 ans, sur 8 ans et très nettement sur 10 ans. Si on regarde Finaltis Europe Sélection, c'est assez rare de le noter, mais du fait de ce qui se passe depuis le début de l'année, notamment la surperformance bancaire, qui n'est pas tout à fait notre genre de beauté dans nos fonds, en tout cas les bancaires européennes, eh bien, on sous-performe sur 5 ans du fait de ce qui vient de se produire les 6 derniers mois. Eh bien, on sous-performe cet univers des actions européennes sur 5 ans. En revanche, on est surperforme très nettement sur 8 ans. Sur les actions mondes, on est surperformant. Digital Leader surperforme les actions mondiales sur 5 ans et sur 8 ans. Alors, un contexte de taux d'intérêt sur lequel Bruno va revenir. Tout à fait. Donc, on a du côté de la Fed un très grand plateau, puisque Jérôme Powell a démarré de manière très décisive, très décidée, fin 24, à baisser les taux Fed. Et vous savez que pour différentes raisons, ça s'est arrêté
assez rapidement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un taux de référence aux États-Unis qui a 4,5, avec un différentiel très important par rapport à la BCE. On devrait être crédité quand même de 2 baisses des taux d'ici la fin de l'année. Donc, du côté européen, là, ben, la marche n'a pas cessé. On a eu une dernière baisse des taux le 6 juin, le 5 juin dernier. Et là, l'inflation en Europe est clairement en dessous de 2% et surtout la croissance est en berne, comme vous le savez tous. Christine Lagarde, je reprends ses mots, nous dit qu'on aura une pause estivale en forme de diagnostic. Voilà, donc c'est autre manière de dire que désormais la BCE, après ce gros effort fait depuis maintenant plus d'un an, va faire une pause. C'est aussi pour cela qu'on a cette faiblesse, mais on va regarder tout de suite le dollar. Voilà, un dollar très faible. Donc, vous savez que les marchés suranticipent. Donc, aujourd'hui, le potentiel de baisse de taux, il est beaucoup plus important aux États-Unis qu'en Europe. Donc, les marchés d'échange sont des marchés qui fonctionnent très forward. Ça paraît un peu contre-intuitif de pouvoir finalement avoir un dollar en baisse avec des SICAV monétaires américaines qui payent du 4,5, alors qu'en Europe, maintenant, elles descendent en dessous de 2. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi l'aspect dette. Donc, les corporates aujourd'hui arbitrent massivement leur dette vers de l'euro pour aller trouver des coûts de financement plus bas. Donc, ils swappent leur dette, dit autrement, et ils vont chercher de l'euro. Donc, la bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est qu'à partir du moment où le différentiel de taux, et on sait déjà qu'il sera en dessous de 100 BP, si on prend en compte en gros les guidance de la BCE et de la Fed, on sait que ce différentiel en 2026 sera en dessous de 100 BP. Ça devrait stabiliser tout de même en tout cas la volatilité qu'on a eue sur l'euro-dollar. Ce qui est toujours un peu baissier à la marge sur le dollar, c'est les fameux twin déficits, hein, les déficits jumeaux, puisque en 2024, le déficit budgétaire était de 7,4, en 2025, il ne devrait pas s'améliorer, on serait autour de 7,8. Et le déficit courant, alors le déficit commercial et le déficit courant, lui, devrait être encore plus important, à 3,5 contre 3,3 en 2024. Voilà, donc là, en ce moment, il y a un plan qui est voté aux États-Unis qui va se traduire, a priori, c'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui même, il y a quelques heures, une prise de bec assez violente, mais elles sont toujours violentes entre Trump et Musk, puisque en fait, le grand projet de loi américain qui doit être voté Big, beautiful bill. Exactement, devrait se traduire au final, quand on enlève les économies et les dépenses supplémentaires, ça fait quand même 3,3 trilliards de dépenses en plus. Donc, on peut dire qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère et c'est un peu se baissier sur le dollar. Donc, nous voilà, on prédit pas les devises. On pense qu'il y a un très beau mouvement qui est fait. Aujourd'hui, le statut du dollar en termes de valeur refuge a été un peu écorné. D'ailleurs, Christine Lagarde s'y est pas trompée, puisque à la dernière réunion de la BCE, elle a dit de manière pas trop subliminale, n'hésitez pas à faire des réserves en euros. Et voilà, on a des adjudications en ce moment où la participation des étrangers est moins forte que d'habitude. Celle de juin aux États-Unis, il y avait 9% d'étrangers contre 15% d'habitude. Voilà. Les marchés d'échange sont des marchés très forward. Donc, on pense qu'il y a déjà beaucoup de choses de ce qu'on vous a expliqué cristallisées dans le cours de l'euro-dollar aujourd'hui et que ça devrait se calmer. Alors, on voulait, Bruno et moi, partager avec vous une conviction. Alors, pas seulement que l'intelligence artificielle était un bon thème d'investissement, ça, je crois que les uns et les autres, on est tous convaincus, mais une conviction qui est que cette transformation est structurelle et surtout qu'elle accélère. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister sous nos yeux, littéralement, à l'accélération et à la mise en pratique concrète dans la vie de tous les jours pour beaucoup d'entre nous et à terme pour tous de cette intelligence artificielle. Alors, de quoi parlons-nous? En fait, fin novembre 2022, on a tous été frappés par la mise à disposition par OpenAI d'une version 3.5 de ChatGPT qui rendait en fait gratuitement l'intelligence artificielle, l'IA,
accessible à tous. En 5 jours, 1 million d'utilisateurs. C'était une version qui utilisait 175 milliards de paramètres, ça paraît énorme, mais par rapport à celle qui existe aujourd'hui, on va voir que c'est pas si énorme que ça. Il y avait eu 10 millions de requêtes jour dès la première semaine, et il y a eu surtout 100 millions d'utilisateurs mensuels actifs après 2 mois de lancement, ce qui avait quand même pris 9 mois à TikTok et 2 années et demie à Instagram. Donc on est face à quelque chose qui a provoqué de l'engouement, et cet engouement n'a fait qu'accélérer. Aujourd'hui, on en est à un GPT 4.5. Le GPT 4.5, c'est 1,8 trillion de paramètres, à comparer aux 175 milliards de paramètres. Donc, on est face à quelque chose qui a une vitesse d'amélioration, une vitesse de raisonnement, on peut utiliser le mot raisonnement, qui n'a plus rien à voir déjà avec celle qui était celle de son prédécesseur il y a 2 ans et demi. L'IA, c'est encore plus que la loi de Moore, le doublement de la puissance tous les 18-24 mois pour les ordinateurs. Ça a été vrai. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un doublement de la puissance tous les 6 mois. Donc, on est face à quelque chose qui va beaucoup plus vite et que quelque chose que l'esprit humain, la vraie intelligence humaine, a beaucoup de mal à appréhender. C'est cette vitesse à laquelle ça croît. Alors, derrière cette amélioration du modèle central de ChatGPT, il y a des nouveaux modules qui apparaissent, qui sont des logiciels en tant que tels. Donc, le plus ancien avec lequel on a tout joué, c'est DALL-E, voilà, qui permet de créer des images, qui a progressé de manière incroyable. Il était incapable de traiter le texte, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui rendent le travail, comment dire, le pricing power pour un graphiste de base beaucoup plus difficile auprès des clients. Plus récemment, Sora, qui a dynamité le monde de la vidéo sur Internet, qui a étonné tout le monde, puisqu'on pouvait créer avec, pour la bagatelle de 20 dollars ou à 200 dollars par mois pour le gros abonnement, on pouvait créer des petites vidéos très, très impressionnantes, photoréalistes, à tel point qu'avec cet effondrement du coût de fabrication de la vidéo, des studios de production ont tout simplement renoncé à se monter, ou des tours de table ont été interrompus au moment même de la sortie de Sora. ChatGPT avait un peu de retard sur les services pour les développeurs en tant que tels. Vous savez que 25% du code aujourd'hui chez Alphabet est écrit par des robots. Ils ont sorti un outil dédié qui s'appelle Codex. Et un des plus impressionnants récents, dont on ne peut pas bénéficier, sauf si on s'arme d'un VPN et surtout d'un abonnement à 200 dollars par mois, qui est l'abonnement premium chez ChatGPT, on peut aujourd'hui avoir Operator, qui est en fait une plateforme qui va prendre le contrôle de votre PC. C'est un peu creepy, comme disent les jeunes, voilà, où vous avez le curseur qui bouge tout seul, et c'est très intéressant pour des tâches fastidieuses qu'on doit tous faire de temps en temps, comme par exemple les courses sur Internet. Voilà. Donc là, vous affichez une recette, vous dites je veux faire un bœuf bourguignon, et il va Cette saison, vous le loguez exactement, de la bonne nourriture de skieur, et vous le loguez sur Carrefour Market ou Monoprix ou je ne sais quoi, et ensuite il fait lui-même son choix dans les rayons. Une fois que le panier est rempli, il vous appelle gentiment pour sortir la carte bleue. Et puis voilà, le travail est fait. Donc vous imaginez toutes les applications quand on essaye de planifier un voyage, quoi. Toutes les heures qu'on passe sur Internet, parfois à chercher des informations et à ne pas les trouver immédiatement. Bon, derrière, bien sûr, ChatGPT, il y a tout un écosystème de modèles très puissants qui apparaissent. On commence à voir la marque de ce modèle sur la consommation énergétique, puisque aujourd'hui, Gemini, qui est sur les mêmes standards, on pensait que Google serait balayé par ChatGPT, en fait pas du tout. Ils ont fait des annonces récentes, c'est ce qui explique aussi l'assez bonne dynamique du cours d'Alphabet ces derniers temps, c'est que tout le monde comprend que Alphabet a beaucoup à dire dans le monde de l'IA. Leur dernier modèle, Gemini 2.5, c'est 1,6 trilliard de paramètres, donc on est sur les mêmes standards qu'OpenAI. Et pour l'entraîner, rien que pour l'entraîner, donc pas en inférence, en training, c'est l'équivalent de la consommation d'électricité de 150 000 ménages pendant un an. Aujourd'hui, 1000 prompts, c'est l'équivalent
en émissions carbone d'un voyage pour une personne entre Paris et New York. Et on pense que tous ces modèles, et il y en a beaucoup d'autres dont on ne vous parle pas, des modèles professionnels chez Oracle, etc., c'est 945 terawatts à l'horizon 2030, c'est-à-dire la consommation électrique du Japon. Donc, on peut déjà vous annoncer à la rentrée ou quelque part en 2025, on vous fera un point avec Denis sur l'impact énergétique et c'est déjà un thème qu'on essaye de jouer. Donc, on ne va pas détailler chacun de ces modèles. Grok est très connu, hein, donc vous savez que XAI a racheté Twitter, donc a racheté X avec des synergies qui jouent à tous les étages, et notamment l'alimentation de Grok avec les 10 000 posts par seconde qu'il y a sur Twitter, ce qui permet d'en faire l'IA sans doute la plus à jour, la plus réactive sur le newsflow. Un peu de cocorico avec le chat, qui est l'application, hein, donc téléchargez-la, vous verrez. Ça manque de multimodal, mais voilà, il progresse. Claude, qui est plutôt orienté professionnel et notamment développeur. Perplexity, qui pourrait être acheté par Apple. Il y a beaucoup de rumeurs en ce sens, puisque Apple, vous le savez, on en reparlera, est un peu à l'arrêt sur l'IA, malheureusement, et DeepSeek, qui a un peu dynamité le secteur au premier trimestre, qui est une IA chinoise assez performante. Alors, vous pouvez utiliser, il y a des abonnements payants, il y a aussi beaucoup de choses gratuites. Euh, on est devenu dingue de ce produit lancé par Google il y a à peu près 3 semaines, qui s'appelle Notebook LM. Notebook LM, soit vous chargez l'application sur votre téléphone, soit vous allez sur l'URL Notebook LM directement au travers de votre compte Google. Vous chargez 50 sources différentes qui sont des textes, des PDF, des adresses, des URL de vidéos YouTube, et ça va vous créer finalement un modèle de langage uniquement basé sur les sources que vous avez données, et surtout, ça sera capable de créer un podcast, et c'est sans doute la fonction la plus impressionnante, avec un monsieur et une dame qui vont échanger de manière très naturelle sur les sources que vous leur avez soumises. Ça nous donne plein d'idées chez Finaltis pour créer des produits pour partager avec nos investisseurs voilà, nos meilleures convictions dans des formats plus courts et automatisés. Voilà. Il y a 6% aujourd'hui des podcasts aux États-Unis qui sont synthétiques. Voilà, on les appelle comme ça, les podcasts synthétiques. C'est qu'en fait, il n'y a pas trop à se casser la tête sur la qualité du son, puisque en fait, monsieur et madame sont des robots. Ça fonctionne très bien. Alors évidemment, chez Finaltis, on vous parle d'investir dans des entreprises qui sont comme des fermes qui font des bons œufs et du bon lait. Hein, c'est pas l'expression n'est pas de nous, c'est Warren Buffett. Donc évidemment, avec un outil gratuit, hein, Google AI Studio, on a généré cette petite vidéo qui est sans prétention, mais enfin qui est déjà d'un bon niveau vu le temps qu'on y a consacré et surtout l'argent zéro qu'on a consacré. Donc Renaud le mentionnait tout à l'heure, il y a des professionnels du divertissement et de la production de vidéos, de production de films, qui ont mis à l'arrêt des projets d'investissement parce qu'ils se disent que agrandir des studios alors qu'on a une intelligence artificielle qui est capable de produire, alors cette fois-ci avec des versions payantes, des films qui sont d'une très grande qualité, c'est peut-être une mauvaise idée. C'est le cas de Tyler Perry. Alors vous avez là une vidéo qui est faite par VO3. On est sur un niveau de graphisme qui n'aurait rien à envier à ce que faisait Pixar, peut-être même légèrement mieux que ce que faisait Pixar en 2006, lorsque Steve Jobs a cédé cette entreprise, et ce faisant l'a rendu riche, hein, cette cession, à Walt Disney pour 7,4 milliards de dollars. Bon, aujourd'hui, clairement, cette transaction n'aurait plus de sens. Bon, c'est assez agréable de voir qu'un hippopotame saute comme moi, ça c'est sympa. Voilà, donc il y en a plein des vidéos comme ça sur Internet. Celle-là, c'est ce logiciel VO3. Évidemment, les versions payantes sont encore plus performantes. Les versions payantes professionnelles sont capables aujourd'hui de vous faire du Pixar à peu de coûts, avec un scénario que vous exprimez en langage du quotidien, et ça vous donne ça. Donc, c'est un beau chaton qui nage et qui vient se faire féliciter par ses amis, les chiens, c'est incroyable. On est bien chez Disney et Pixar. Bon, on va voir. Bon, évidemment, les versions sont perfectibles. Là, vous avez des gros problèmes. On a fait exprès de garder des trucs. Les clés qui disparaissent sont énormes. Le Warren Buffett qui marche à l'envers. Enfin, il y a plein de sujets. Donc, c'est perfectible, évidemment. Ces versions gratuites ne sont pas omniscientes et omnipotentes, mais on voit clairement, sans mauvais jeu de mots, la marche en avant très rapide de ces logiciels d'IA.
Alors, nous, ce qu'on voulait vraiment aborder, là, c'est vraiment l'apéritif. On voulait aborder avec vous ce qui nous semble le plus important en tant qu'investisseur, c'est ce qui va se produire demain. La grande tendance, c'est quoi? La grande tendance, c'est la sortie de l'écran. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle rejoint le réel, le quotidien, notre vie de chaque jour et dans chacune de nos tâches. Alors, certains vont dire que c'est effrayant, mais on va vous donner trois exemples qui sont très concrets. Le fameux full self driving. Donc, le full self driving, c'est la capacité d'une voiture ou d'un véhicule, en tout cas, à se déplacer sans intervention humaine. En réalité, il y a déjà en circulation, y compris en Europe, hein, pas seulement aux États-Unis, des véhicules qui sont capables de ce full self-driving, mais qui ne le font pas pour des raisons tout simplement de contraintes réglementaires et de responsabilité. Le droit, les lois ont toujours un petit temps de retard, surtout à la vitesse à laquelle va l'IA, hein, doublement de la puissance tous les 6 mois, c'est sûr que le temps des arguties à l'Assemblée nationale ou autre, eh bien, on est déjà en retard. Bon, il se trouve que le full self-driving a beaucoup de sens, hein, tout le monde en convient. Il y a un objectif évident de réduction des accidents, puisque vous supprimez les principaux facteurs d'accident de la route. Et les principaux facteurs, c'est quoi? C'est le conducteur. Parce qu'il va trop vite, parce qu'il a picolé, parce qu'il a pris un produit qui le rend encore moins réactif, parce qu'il s'est endormi, parce qu'il est fatigué, ou tout simplement parce qu'il a la tête ailleurs. Voilà, donc les accidents et causes génératrices d'accidents, avec cette IA, cette intelligence artificielle qui est attentive à tous les instants et qui est surtout enrichie et éduquée en permanence et de toute l'expérience qui a pu être accumulée par ses sens digitaux, on y reviendra, eh bien, elle réduit les accidents. Et puis, on donne accès à ces véhicules à des gens qui soit ne peuvent plus conduire, c'est le cas d'un certain nombre de personnes âgées qui, au bout d'un moment, ont quand même des facultés qui diminuent et une réactivité qui est moindre et qui deviennent, disons-le carrément, parfois dangereux pour eux-mêmes et surtout pour les autres. Des gens qui n'ont jamais pu conduire, comme des personnes handicapées, ou qui ne le peuvent pas encore, comme les enfants. On pourrait très bien avoir un système où un enfant, évidemment, s'il ne touche à rien ou s'il ne peut rien toucher, pourra se déplacer. Et évidemment, au-delà de ça, on pense à toute la révolution logistique que pourrait représenter un système entièrement à base d'intelligence artificielle, permettant à des camionnettes, des camions, de livrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune contrainte de sommeil, de fatigue, de même de lumière. Voilà, donc la question qu'on pourrait se poser, c'est combien de générations faudra-t-il avant que la conduite paraisse archaïque? À notre avis, pas beaucoup. Et là, on est vraiment dans la grande actualité, puisque samedi dernier, le 28 juin, ce film n'a pas été fabriqué par une IA, hein, c'est un vrai film. C'est une modèle Y qui est livrée toute seule. En fait, elle se livre elle-même de l'usine Tesla à son heureux propriétaire que vous allez découvrir. Donc, elle va se garer devant son futur logement, enfin le logement de son propriétaire. Elle met ses warnings, elle est arrivée. Et donc, vous avez des employés de Tesla qui sont très contents, évidemment, puisque ça a marché. Et puis, le monsieur qui prend livraison de sa voiture. Voilà. Donc, le full self-driving, ça existe. Et c'est là, en fait, déjà. Et, et c'est une technologie très nouvelle, en fait, par rapport à, et très loin de Waymo, qui est, on précise quand même, une technologie remarquable, hein, qui tourne depuis 3 ans à San Francisco, dans 4 villes aux États-Unis. Donc, Waymo, c'est une business unit, une filiale du grand groupe Alphabet. C'est 250 000 trajets par semaine et 15 millions de revenus mensuels avec uniquement 1500 voitures, très rentable, 70% de marge brute. Et pourtant, Waymo, c'est presque la préhistoire par rapport à la technologie Tesla. Pourquoi? Parce que c'est des voitures qui sont donc livrées par Jaguar, des e-Pace en l'occurrence, et qui sont équipées de plus de 150 000 euros, voire 200 000 euros de système lidar, radar, caméra, etc. assez complexe. Alors que sur une Tesla, en fait, c'est le modèle aujourd'hui qui a été livré, là, c'est la vidéo qu'on vous montrait à l'instant, où les robots taxis qui tournent à Austin, au Texas, bah, c'est les modèles standards, hein, voilà, tout simplement. La seule chose qui les différencie d'une modèle Y classique, c'est un autocollant à 20 centimes sur le côté où il y a marqué robot taxi. Et qu'est-ce qui permet ce miracle? C'est qu'en fait, on n'a pas besoin de tout ce hardware parce que derrière le full safe driving à la Tesla, c'est un réseau neuronal convolutif qui analyse, détecte, comprend, anticipe et qui est vraiment humain dans sa manière de se comporter. Pourquoi? Parce
qu'il a appris avec des humains. Alors que sur Waymo, on est plus dans des itérations algorithmiques complexes, mais on ne peut pas dire qu'il y a vraiment du raisonnement ou une émulation de ce qu'est du fonctionnement du cerveau humain. La vraie différence, en fait, elle est sur l'apprentissage. Pourquoi? Parce que chez Tesla, on a roulé 10 milliards de miles et qui a roulé? En fait, c'est pas les ingénieurs de Tesla, c'est même pas de la simulation de données, ce à quoi fait appel Waymo, parce qu'ils n'ont pas assez de voitures, c'est tout simplement les personnes qui ont acheté des Tesla. Voilà, donc il devrait être, tout possesseur de Tesla mériterait un petit chèque de Elon, voilà, pour le remercier d'avoir appris à Dojo. Mais la réalité, c'est que finalement, les propriétaires de Tesla aujourd'hui, bah, c'est eux qui font le succès de cette IA et qui permettent à Tesla d'avoir ce système aussi performant. En termes de puissance embarquée, bah, on est là aussi sur des solutions très propriétaires et surtout, il y a chez Tesla, Dojo, qui est le supercalculateur de l'IA du monde réel le plus puissant au monde, un système dont ne dispose pas Waymo. Donc, c'est deux technologies très intéressantes, mais il y en a une, et ça nous intéresse nous en tant qu'investisseurs, bien sûr, il y en a une qui est très scalable en bon français, et l'autre qui, ne serait-ce que pour ajouter d'autres îles, d'autres villes, d'autres pays, bah, ça prend du temps puisque c'est de la cartographie très, très lente, alors que vous prenez une Tesla, vous l'emmenez sur une route où elle n'a jamais été, elle sera capable, au fin fond de la Sibérie, elle sera capable de rouler au fin fond de la Sibérie et d'éviter des bestioles qui traverseraient la route, puisque des sangliers qui ont voulu heurter des Tesla, vous imaginez qu'avec il y en a eu quelques-uns. Voilà. Et cerise sur le gâteau, le coût de tout ça, bien sûr. D'un côté, vous avez un véhicule standard et de l'autre côté, vous avez un véhicule très sophistiqué, mais avec beaucoup d'équipements. Et donc, en termes de retour sur investissement, bien sûr, ça n'aura rien à voir. Donc, quand on voit la rentabilité exceptionnelle, le niveau de marge brute qu'arrive à faire Waymo avec une technologie qui est clairement, et c'est pas nous qui le disons, qui sommes-nous pour qualifier ces technologies, c'est le Sundar Pichai, le patron d'Alphabet, donc le patron de Waymo, qui dit le leader de la conduite autonome, c'est bien sûr Tesla. Voilà. Donc vous imaginez la création de richesse possible à partir du moment où chaque possesseur de Tesla déciderait de louer un peu dans un mode Airbnb ces véhicules. Alors, ayons bien en tête tous que c'est vrai qu'à l'heure où Elon Musk a une personnalité parfois compliquée, donc il est très critiqué, en tout cas par certains, et Tesla, il est de bon ton de les critiquer. N'oublions quand même pas que le modèle Y, c'est la voiture la plus vendue au monde. C'est pas la voiture électrique la plus vendue au monde, c'est la voiture tout court plus vendue au monde, avec plus d'1 million d'exemplaires, n'en déplaise à BYD, dont on parlera certainement en septembre, car il y a beaucoup de désinformation au sujet de BYD. Les robots humanoïdes, deuxième sujet absolument important, un peu effrayant bien sûr, puisque qui dit humanoïde dit une peur de remplacement de l'homme. On est vraiment là sur la logique du Terminator. Celui-là n'a pas l'air bien méchant, mais il ressemble quand même à un bonhomme. C'est certes une machine, mais il a 2 bras articulés, 2 jambes articulées, des degrés de liberté au niveau des mains qui ne sont pas très éloignés d'une main humaine en l'état actuel. Et pour revenir à Tesla, ce qui est annoncé par Tesla, son robot Optimus, c'est 100 000 robots produits d'ici fin 2026, avec un coût qui est tout à fait raisonnable, puisqu'on parle d'une trentaine de milliers de dollars pour un robot qui est effectivement apprenant, qui est capable de s'adapter en temps réel, puisque c'est une intelligence artificielle. Il apprend de ses congénères, il apprend de son histoire, de l'histoire de tous ses congénères et de la situation dans laquelle il évolue. Donc, si on considère qu'un robot Optimus, ça vaudra probablement autour de 30 000 dollars, à voir s'il y a des options, pas des options, etc. Ça va dépendre de la politique de commercialisation qu'aura Tesla en la matière, mais ils ont pas intérêt à diffuser le plus vite possible. Eh bien, on est sur un coût de revient qui sera inférieur, a priori, à 1 dollar par jour. Quand on sait qu'un salarié moyen aux États-Unis, c'est 95 000 dollars, on va avoir un retour sur investissement qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit qu'on ait connu de technologique à ce jour, puisqu'un retour sur investissement de l'ordre de 3 à 4 mois. Donc, il y a de fortes chances que si ces robots Optimus sont conformes aux promesses qu'ils annoncent, et les vidéos sont euh, très intéressantes, celles en tout cas auxquelles on a accès, et ce qu'on lit sur le sujet est très intéressant également, eh bien on aura là un potentiel d'investissement absolument incroyable.
Et un concept dont vous avez peut-être moins entendu parler, parce que bien sûr la voiture autonome et les robots, on en parle pas mal, on parle moins de la low altitude economy. C'est un phénomène qui est devant nous, tout près, permis par les progrès incroyables sur les batteries, les systèmes de drones et bien sûr l'IA, puisque l'idée d'un drone de logistique ou d'un drone pour l'agriculture, c'est qu'il n'y ait pas un homme derrière qui le télécommande, mais c'est qu'il trouve sa route tout seul. Ce qui est le cas aujourd'hui pour les livraisons chez DoorDash. Alors pour éviter de blesser les utilisateurs, vous voyez qu'il y a une petite boîte avec un fond rouge là qui en fait est suspendue par des filins. C'est elle qui va descendre, en fait, le drone va stabiliser au-dessus de la maison chez qui la marchandise est attendue. Cette boîte va descendre, donc il n'y a pas d'hélice, il n'y a rien à proximité du client. Elle va poser au sol le paquet où il sera récupéré par la personne. Et DoorDash commence à faire quelques milliers de livraisons. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent que vous pouvez voir sur Internet. Et en Chine, Meituan, qui est un des grands leaders du instant commerce, qui a une tendance très forte, je commande un objet et je le veux dans l'heure. Voilà, ça fonctionne très bien, a fait déjà 360 000 livraisons de cette manière-là. Donc, attendez-vous, quand vous lèverez la tête d'ici 2 ans, 3 ans, à avoir beaucoup de choses qui se passent au-dessus de nos têtes. Il faut qu'on se réveille sur ces technologies, puisque la Chine détient aujourd'hui 70% des brevets de drones. Ils ont une vraie avance. On avait quelques drones, marques de drones célèbres en France notamment, mais qui ont fait faillite, malheureusement. Dans le domaine de l'agriculture, John Deere a toujours été très en avance technologiquement, avec des camions agricoles qui étaient des tracteurs qui étaient dirigés par satellite, etc. Là, ils innovent une fois de plus avec un drone qui sera capable de pulvériser jusqu'à 6 hectares par heure, surveiller aussi des parcelles. Il peut faire un drone et multitâche, il peut faire à la fois répandre de l'engrais, j'ai surveillé des champs, repérer des problèmes éventuels, surveiller la croissance des plantes, etc. Et deux points très positifs quand on utilise un drone, c'est qu'on consomme moins d'essence, forcément, qu'un tracteur. Et surtout, on n'abîme pas le champ. On fait pas, il n'y a pas de tassement des sols. Voilà, donc c'est pour les belles vignes du Bordelais. Voilà, là aussi, on peut s'attendre à avoir des drones très vite. Il y en a déjà, il y en aura de plus en plus. Alors, après ce point qui sera périmé d'ici quelques mois sur l'intelligence artificielle, et on aura plaisir à y revenir en septembre ensemble, euh, parlons de nos gestions à proprement parler, donc des OPCVM investis sur les actions, commençant par Finaltis Titan, qui est en hausse de 2,2% sur le deuxième trimestre 2025, avec une exposition complète aux actions. Ce sont des actions essentiellement américaines et européennes, des actions de croissance résiliente dans un cadre SFDR 8, donc intégrant les critères extra-financiers, les critères financiers. On a été actifs sur le trimestre. Exactement. On s'est renforcé sur trois piliers de notre portefeuille, Johnson Johnson, Procter et Apple, qui sont un peu en retrait, on va dire, sur le premier semestre. Et on a initié une ligne sur Thermo Fisher, qui est une énorme société américaine d'équipements médicaux. On pourrait faire une présentation d'1 heure sur Thermo Fisher. On va juste vous dire que c'est 140 milliards de market cap, que ça a été un acteur clé du Covid, mais après une phase de digestion post-Covid, c'est une société qui repart à l'avant avec beaucoup de solutions, notamment pour servir les laboratoires de recherche aux États-Unis. Et on a de l'autre côté écrété un peu de Microsoft, pas juste parce que le titre montait trop et qu'on ne voulait pas que Microsoft commence à atteindre une taille démesurée dans le fond. On a écrété un peu de Nestlé qui a fait un très beau début d'année. Donc là, on est en bonne position pour en refaire un peu puisqu'elle a baissé dernièrement. Donc c'est un axe de trading intéressant. Et on a vendu les Netflix finalement après avoir garder ce titre après avoir souffert un peu en 2021, puisque le titre avait baissé assez fortement à l'époque, et il a monté ensuite de 700%, donc un parcours très impressionnant. Pourquoi on prend nos profits sur Netflix? Tout simplement parce que on
il y a un peu, ils sont un peu en retrait en termes de reporting, puisqu'ils ont annoncé, ça n'a pas trop plu au marché, que désormais le nombre d'abonnés serait secret chez Netflix. Donc bon, c'est dommage parce que c'est quand même le nerf de la Mot-clé. guerre. Mais bon, ils veulent pas, ils savent très bien, c'est une manière en creux de dire, bon bah, en fait, attendez-nous plutôt sur les résultats de l'entreprise, l'amélioration de nos marges, plutôt que sur une croissance en absolu du nombre d'abonnés. Mais bon, quand même, c'était quand même la guidance majeure, le chiffre majeur, le nombre d'abonnés chez Netflix, on l'aura pu. Et puis, sur l'amélioration des marges, bah, là aussi, faut se poser des questions puisque le budget de création de contenu Mm. sur l'année 2024, 2025 sera de 18 milliards de dollars. Hein, donc, c'est absolument vertigineux. Donc, oui, bien sûr, il y a Sora, il y a plein de systèmes, mais il faut des acteurs, il faut les payer, il faut des gens célèbres. Et pour l'instant, les acteurs les plus chers ont pas encore, Brad Pitt n'a pas encore autorisé à ce qu'on utilise son avatar sans Mm. le payer. Voilà, donc il faut quand même décaisser beaucoup pour faire du contenu original. Voilà, donc Titan, c'est toujours un mélange d'industrie traditionnelle, Berkshire Hathaway tout en haut, Essilor, qui est une société qu'on aime énormément, et puis bien sûr de la croissance dans le digital. L'originalité du fonds hein, par rapport à des trackers, c'est que on va dire que c'est une gestion de bon père de famille qui considère que c'est pas la taille d'une entreprise qui en fait forcément sa qualité. Donc, on va mettre Essilor à côté au-dessus, plus d'Essilor que d'Apple dans le portefeuille Titan, alors même que Apple a une capitalisation de 3600 milliards de dollars et Essilor une capitalisation de 130 milliards d'euros. Donc, en fait, il faudrait, si on était calé sur les benchmarks, les indices, etc., il faudrait avoir 36 fois moins de Essilor que d'Apple, ce qui serait totalement ridicule. Donc, nous, si on voit une très belle société, même si ce n'est pas une gigacap, tout ça, c'est des très grosses capitalisations, on va faire un top 10 qui sera déterminé plus par la valeur que par la market cap. Très, très bonne performance du segment semi sur la période. Petite déception sur LVMH, donc on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Donc, nous c'est un titre Mm. sur lequel on reste confiant avec des barrières à l'entrée remarquables et qui a souffert beaucoup d'éléments exogènes. On a l'aide aujourd'hui de Goldman Sachs hein, qui a diffusé sur les réseaux le fait que LVMH rentrait dans leur liste, dans leur focus list, voilà, leur liste de valeurs préférées, et ils pensent que LVMH sera le gagnant d'un retour sur l'industrie du luxe qui a un peu souffert hein, ces derniers temps. Voilà, donc c'est pour ça que au moment où je vous parle, le titre était en hausse de 3,5%. Voilà, donc il faut juste un peu de momentum, un peu de flux, mais on pense qu'en termes de valorisation, on n'est pas loin de l'os. Alors, un tout petit point sur Eli Lilly, nous, on a clairement favorisé dans nos portefeuilles qui le pouvait, qui était le portefeuille monde. Hein, on a favorisé Eli Lilly. Pourquoi parce qu'avec l'arrivée de Trump, clairement, il y a un risque de déremboursement sur Novo Nordisk et beaucoup moins sur une technologie US. Eli Lilly, c'est vraiment à la fois un momentum produit incroyable et puis une visibilité sur le pipeline, hein, pas que dans le diabète, hein, mais aussi en neurologie, il y a beaucoup de choses. On pense que ce sera la première société pharmaceutique qui pourrait passer le trilliard de market cap. Voilà, on est à 738 milliards de dollars, vous voyez qu'on n'est pas très loin. Donc, c'est à la fois une société qui surfe sur ce macro-thème hein, de l'anti-diabète et donc de l'anti-obésité, une valorisation tout à fait acceptable et un risque réglementaire qui est sans doute moins fort puisque le gros marché c'est les États-Unis que sur un laboratoire étranger. Donc on a à peu près tout. On a du cash flow, on a de la R&D, voilà, scalable. On a plein de choses très intéressantes. Donc c'est un titre qui est en train de monter en puissance dans le portefeuille et on aimerait bien être là pour l'accompagner de 700 milliards de dollars de market cap à 1 trilliard. Donc, après les grandes valeurs de croissance résiliente dans le monde, parlons des valeurs de surcroissance digitale. En l'occurrence, notre portefeuille Finatis Digital Leader qui est en hausse de 8,4%, comme vous pouvez l'imaginer. On regrette tous, bien sûr, mais c'est essentiellement
des valeurs américaines qu'on va retrouver dans le portefeuille, quelques valeurs européennes, jamais assez. Mais la réalité, c'est que la digitalisation de l'économie, aujourd'hui, se pilote depuis les États-Unis au mieux, et quand c'est moins bien, depuis la Chine, avec toutes les conséquences que ça peut avoir quand une dictature prend la main. Donc, en l'occurrence, on est en hausse de 8,4% sur le deuxième trimestre, c'est la performance de la part I. On a une part en dollars aussi, qui a une performance bien supérieure, bien entendu, mais ça ne suffit pas pour effacer euh, ce mouvement sur le dollar très important, négatif, 14% de baisse sur le dollar par rapport à avant depuis le début de l'année, et donc nous affichons toujours une performance négative depuis le début de l'année de 4,6% en euros. Voilà. Donc aujourd'hui, un fonds là aussi très actif. Voilà, donc on a sorti une tweet qui a un très très beau système de comptabilité aux États-Unis, mais sur lequel on avait l'impression d'avoir atteint des valorisations qui laissaient moins d'upside en français. Et on a rentré Oracle, et on va vous en dire quelques Quelques mots. mots parce que c'est vraiment une société absolument passionnante. Avant ça, on va peut-être regarder voilà, Portefeuille, le je portefeuille. Donc, vous voyez que là, on est dans du 100% digital. Donc là aussi, on n'est pas dépendant de la market cap. Hein. Donc, il y a des vrais paris. Alors, Nvidia, effectivement, pour être la première société au monde à dépasser les 4 trilliards de market cap, suivi d'assez près. Donc, ils sont à 3,8. Microsoft est à 3,6. Voilà, mais on a des sociétés plus modestes comme TSMC qui sont des géants aussi, ou Tesla qui est encore bien sous le trilliard, qui cohabite dans le portefeuille, ou Salesforce qui a beau être la deuxième entreprise de logiciels au monde, ne fait entre guillemets que 300 milliards de dollars de market cap. Donc, il devrait, si on là encore on respectait la logique du poids, on ne devrait pas avoir Apple à côté de Salesforce dans le portefeuille, mais c'est le pari qu'on fait. Voilà, sur la période, très très belle contribution de Nvidia et Microsoft, justement. Broadcom qui est en train de faire son entrée dans les sociétés trilliardaires. Netflix qu'on est en train d'écréter gentiment, mais on va garder une position sur Netflix, sur Spotify. Et Apple qui souffre un peu avec un manque clairement d'innovation sur l'IA. Donc on n'a pas de doute sur le fait que il y a eu des doutes sur toutes les entreprises. Hein. Alphabet est le bon exemple d'une société dont on pensait qu'elle serait peut-être potentiellement balayée par l'IA, et les annonces récentes nous montrent que ça ne sera pas le cas du tout. On pense que Apple va trouver son point d'inflexion, mais on est un peu impatient comme les investisseurs qui la mettent à moins 18 depuis le début de l'année. Oracle. Voilà, alors un tout petit mot sur Oracle, c'est vraiment un cas de retournement passionnant. Pourquoi? Parce que c'était une société qui représentait, les directeurs des services informatiques me comprendront, le legacy, hein, vraiment les systèmes anciens, c'était pas très fun, hein, les logiciels Oracle. Et aujourd'hui, en 5 ans à peine, on est passé d'une valeur un peu, pas une valeur morte, mais vraiment une valeur qui embrassait pas vraiment le progrès, les dernières technologies, à une pierre angulaire de l'infrastructure IA. Donc, on peut dire que c'est vraiment une renaissance technologique. Aujourd'hui, c'est 138 milliards de backlog Oracle, et c'est un positionnement très, très intéressant puisqu'ils sont plutôt sur des IA privés. Donc, c'est les grands fournisseurs de Palantir, de Accenture, mais aussi les IA privés de Nvidia. Et ils laissent d'une certaine manière les Amazon, Alphabet, Microsoft se battent sur le B2C. Voilà. Donc, eux, ils ne sont pas du tout orientés B2C. Il y a très, très peu de chances qu'en tant que consommateur final, vous soyez directement sur un produit Oracle. En revanche, ce sont des fournisseurs clés aujourd'hui pour les OpenAI, pour Grok. Hein. Bon, Larry Ellison et Elon Musk sont de grands amis. Voilà. Donc, c'est un positionnement cloud, infrastructure cloud B2B, réseau privé, industriel et réglementé, avec une optionnalité passionnante sur l'IA souveraine aussi. Hein. Donc aujourd'hui, un pays, que ce soit l'Arabie Saoudite, la France ou autre, qui veut avoir un système d'IA souveraine qui marche, l'interlocuteur naturel, c'est clairement Oracle, plus que Alphabet et plus que Amazon. Voilà, donc vous voyez qu'à 30 fois les résultats, c'est tout à fait achetable, même si le PE a migré, voilà, qui a accompagné
mais finalement, l'attractivité de la société, elle augmente, ses croissances augmentent. Donc, bien sûr, on ne paye plus Aura 14 fois, on paye plutôt Aura 30 fois, mais ça nous paraît tout à fait en phase avec les croissances qui s'annoncent. Alors, Finatis Europe Sélection, un trimestre et une année d'une manière générale 2025 plus difficile. On est sur la croissance là aussi, pilotée depuis l'Europe et une croissance tournée vers le monde. Donc, on cherche la croissance mondiale, qui, comme chacun sait, est plus importante que la croissance européenne, mais des entreprises dont la gouvernance est basée en Europe. Moins 1,8 sur le portefeuille sur le trimestre, avec des thématiques qui sont moins à la mode, mais néanmoins une activité et on va voir des très très belles valeurs. Exactement. Donc, on a néanmoins vendu Campari. Campari est dans un secteur difficile, hein, celui des spiritueux. Pernod Ricard souffre, tout le monde souffre dans le secteur. Donc, si on essaie d'être plus granulaire sur les produits pour les amateurs de spritz, on a une baisse de dynamique sur l'apérole. Voilà. Donc, c'est pas, mais bon, ça va peut-être se redresser à l'approche de l'été. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, le narratif de croissance premium de Campari est beaucoup moins crédible. C'est une industrie compliquée. La génération Z y répond beaucoup moins bien. Donc voilà, on est très prudent là-dessus et on s'est renforcé notamment, je vais juste en citer une, sur Alcon, qui est une plateforme chirurgicale intégrée pour les problèmes aux yeux. Voilà, donc avec beaucoup d'efficacité pour les hôpitaux, pour les praticiens, sur toutes les opérations liées à l'œil, la cataracte notamment. Donc c'est une très très belle valeur suisse sur un segment à très forte croissance, voilà, qu'on aime beaucoup. Donc, sur le portefeuille, là aussi, comme dans Titan, une petite déception sur LVMH. Donc, merci Goldman Sachs de nous la dynamiser un peu. Et puis, une belle contribution des thèmes digitaux avec Spotify, ASML, Airbus qui contribue bien. Voilà, l'industrie se redresse, même Boeing se redresse à la marge. Et un gros pari, comme dans Titan, sur EssilorLuxottica, voilà, qui est une société qui est dans une situation absolument passionnante avec à la fois un business as usual qui se passe très bien avec beaucoup de croissance et une optionnalité bien sûr sur les lunettes intelligentes dans le cadre de leur partenariat Meta. avec Meta auquel personne ne croyait, mais les volumes sur les Ray-Ban ont été tellement époustouflants que désormais c'est une deuxième marque, Oakley, voilà, qui va basculer en lunettes intelligentes. Et là-dessus, il y a, vous l'imaginez, des très belles marges et surtout de l'acquisition d'informations clients qui est clé pour EssilorLuxottica et son partenaire Meta. Et on voulait vous faire un tout petit point sur Schneider, qui est Ouais. un titre très, très important dans le portefeuille, puisqu'il pointe à la 4e position. Schneider, c'est une société dont on peut être très fier, qui surfe sur 3 thèmes, l'électrification, la digitalisation et la sobriété énergétique, on va dire, voilà, qui est un sujet d'actualité. C'est une société aujourd'hui, sans doute une des seules en Europe, dont on peut dire qu'elle monétarise l'IA générative. Donc, quand on voit tous ces modèles qu'on vous a montrés au début, les modèles de LLM, les Gemini et autres OpenAI, qui profite de ce développement parmi les industriels européens, c'est clairement Schneider. Et pourquoi Schneider? Parce que en fait, toute la partie hardware, donc électrification des hyperscalers, donc ces énormes data centers, Schneider est vraiment en pointe là-dessus. Voilà, c'est aujourd'hui, Schneider a beaucoup évolué. Hein, là aussi, on n'a pas le temps de vraiment rentrer dans les détails, mais c'est un marqueur de l'évolution de cette société, c'est que 27% aujourd'hui du chiffre d'affaires de Schneider, c'est du logiciel. Voilà, donc on voit ça comme une boîte de hardware, mais c'est vraiment une solution à beaucoup de problèmes qui se posent aux industriels et centré bien sûr sur l'électricité de demain, la smart grid, etc. Plein de technologies qui sont absolument enthousiasmantes. Ils ont investi très récemment 700 millions de dollars aux USA justement sur ces technologies IA et smart grid. Alors pour terminer notre réunion aujourd'hui, une apothéose en termes de performance, hein, puisque Finatis Gold, notre fonds qui investit sur les minières aurifères, est en hausse de près de 50% depuis le début de l'année. Il n'y a pas de miracle, hein. Il s'agit évidemment
de profiter du cours de l'or qui s'est apprécié fortement, et beaucoup d'incertitudes, situation au Moyen-Orient, une présidence américaine dont les décisions sont quand même pour le moins volatiles. Eh bien, la valeur refuge qu'est l'or se matérialise là dans la performance de Philitis Gold, 47,8% de hausse depuis le début de l'année. Et pourquoi est-ce qu'on a l'or? Eh bien, parce qu'on ne peut pas faire confiance au gouvernement. C'est très difficile de le prévoir. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est Herbert Hoover, président des États-Unis, 31e président des États-Unis, comme on l'a mis à droite. Sans surprise, puisqu'on est extrêmement attentif chez Finaltis à suivre les aspects extra-financiers concernant les entreprises dans lesquelles on investit, et notamment tout ce qui peut être lié aux controverses, qui sont en fait du news flow avancé. Ce qui donne matière à controverse, controverse, pardon, c'est souvent des signes avant-coureurs de problèmes à venir, y compris des problèmes financiers. Donc on a des entreprises, sans grande surprise, dont la gouvernance est assurée aux normes, on va dire, occidentales, de transparence et de guidance en français. Donc, on a des entreprises canadiennes, grands pays d'extraction, bien sûr, des entreprises australiennes, des entreprises américaines, et quelques entreprises dirigées depuis l'Angleterre. On investit essentiellement dans des entreprises d'extraction aurifère, mais on peut avoir, à titre de diversification, des grandes minières qui ont une grande activité aurifère. Ce qu'on trouve en troisième position dans le portefeuille, c'est Rio Tinto, par exemple, ou des entreprises qui sont des entreprises plutôt centrées sur l'extraction argentifère, palladium ou le platine. Voilà. On vous propose, on va envoyer tout à l'heure, et si on obtient la valeur liquidative de nos amis de KCIS qui ont des problèmes système aujourd'hui, eh bien, on vous enverra ce soir, sinon ce sera demain matin, nos rapports de gestion à fin juin, et on vous propose comme chaque mois une infographie sur chacun de nos fonds, et sur notre fonds d'investissement sur le minière aurifère, on propose de revoir ensemble, de façon schématique, comment on fait partir d'un minerai qui est en général assez peu riche en or, puisque d'une manière générale, dans une roche de base, vous avez moins de 10 grammes d'or par tonne. Voilà. Donc, un bon filon, c'est environ 10 grammes d'or par tonne. Voilà. C'est ça un filon d'or. Donc, c'est pas beaucoup. Et on arrive en fin de chaîne à des barres d'or quasi pures, hein, 99,99% d'or, qui sont tellement pures d'ailleurs qu'avec son ongle, on peut évidemment sur une barre d'or marquer une indentation très simple. Voilà. Donc, l'infographie qu'on vous propose cette semaine sur ce fonds Finaltis Gold, comme on en propose sur chacun des fonds chaque mois de Finaltis, et qu'on poste en général 2 fois par semaine sur LinkedIn. Voilà, Bruno et moi, au nom de toute l'équipe de Finaltis, vous remercions de votre confiance, vous remercions de votre attention. Cette vidéo sera postée sur le site de Finaltis et sur la chaîne YouTube de Finaltis demain soir ou plus tard après-demain matin. On va vous souhaiter un excellent été qui commence par un magnifique soleil, une canicule, n'est-ce pas? Et on espère tous qu'on va en profiter, et que les marchés financiers et l'investissement de manière générale profiteront également de cette période qui s'annonce. On se retrouvera à la rentrée, plutôt si vous le souhaitez, on est à votre disposition, mais en tout cas à la rentrée pour une nouvelle réunion trimestrielle. Merci de votre attention, bonne fin de journée. Merci.